au château de Longecourt pour ces journées du patrimoine. Vous êtes nombreux, les journées du patrimoine ont un succès, ce qui est une bonne chose, ce qui montre que les Français s'intéressent à leur patrimoine. Pour commencer la visite, donc, je vais vous présenter ce château. Remonte pour son architecture donc, à la fin du XVe siècle et début du XVIe siècle. Auparavant, il y avait une maison forte dont il ne reste presque rien, si ce n'est les cuisines qui ont été remaniées au XIVe siècle. Lorsque Jean de Bessay hérite de ce château en 1459, il décide de le reconstruire en pierre, puisqu'il hérite d'une demeure en pierre qui est en mauvais état. Malheureusement, il ne pourra pas mener son projet à terme, puisqu'en 1476, il est tué à la bataille de Morat. Et en 1477, qui est une date importante pour l'histoire de la Bourgogne, avec le rattachement d'une partie des États de la Bourgogne au Royaume de France, pour la noblesse bourguignonne se pose le dilemme suivant, soit rester fidèle à l'héritière du duc, donc Marie de Bourgogne, ou rallier le parti du roi de France. Antoine de Bessay, donc l'héritier de Jean de Bessay, décide, moyennant honneur et finances, de rallier le parti du roi de France, et à ce titre il sera fait bailli de Dijon, qui est l'équivalent du préfet actuel. Et à ce titre aussi, il participera avec le fils de Louis XI, donc Charles VIII, aux premières guerres d'Italie, à la première guerre d'Italie, et en 1495, donc à son retour de cette guerre, il décide de reconstruire Longecourt non pas en pierre mais en briques pour deux principales raisons. D'une part, ici on est en terre argileuse, il est plus facile d'avoir de la brique que de la pierre, et puis surtout lors de son séjour en Italie, il a découvert un nouveau mouvement artistique qui était déjà présent en Italie depuis quelques décennies, qui est la Renaissance. Et ce château, il est contemporain des châteaux de Gien, de Chaumont-sur-Loire, de Maintenon, et plus connu de l'aile Louis XII à Blois. Il est de la première Renaissance française. La Renaissance est un courant artistique qui va de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle. Cela se traduit comment au niveau de l'organisation de l'architecture. La première Renaissance française est la transition entre le style médiéval et les apports de l'Italie. Pour le style médiéval, vous avez un plan en quadrilatère avec donc à chaque angle des tours. Vous avez encore la présence de hautes toitures en tuiles. Alors ces toitures, je vous expliquerai pourquoi elles n'apparaissent plus. Et puis pour l'apport de la Renaissance, vous avez tout un décor de forme géométrique avec une alternance de briques rouges et de briques noires, de triangles, de losanges. En 1636, le château est victime de pillage. Je reviendrai sur cet épisode lorsque l'on sera à l'intérieur pour voir la chapelle. Toujours est-il que ce château au XVIIe siècle, il appartient à la famille de Nagut et elle ne prend pas vraiment bien soin et elle décide même de le vendre en 1680 à la famille de Berby. La famille de Berby, j'en parlerai un peu plus longuement lorsqu'on sera dans la galerie du rez-de-chaussée, mais en 1680, c'est Jacques de Berby donc, qui achète le château de Longecourt pour en faire sa résidence d'été, des beaux jours, sa villégiature. Et donc à cette fin, il fait détruire le mur de clôture nord, il fait édifier ce pont dormant, et puis comme cela se faisait beaucoup au XVIIe siècle, il fait aménager les extérieurs, c'est une villégiature pour les beaux jours, donc avec des jardins à la française qui ne figurent plus, qui ont été modifiés donc au XIXe siècle. Les principales modifications vont être faites par son petit-fils Nicolas-Philippe de Berby, qui va faire appel à un architecte local de renom, Nicolas Lenoir dit le Romain tout simplement parce qu'il a étudié avec assiduité les monuments de la ville éternelle, Renaissance et baroque, et puis surtout il s'est beaucoup intéressé à un phénomène artistique important en Italie au XVIIIe siècle, c'est la découverte des ruines de Pompéi et d'Herculanum 1709-1738. Et ceci va avoir un impact sur le plan du courant artistique, ça va être l'apparition du style néoclassiciste.
Alors, ce style néoclassique se traduit comment? Bien par la présence de colonnes, d'éléments décoratifs tels que les rinceaux, les pilastres, ce qu'on appelle des mufles, et puis surtout donc la géométrie, une certaine symétrie au niveau des formes, mais surtout la valorisation d'un élément minéral qui est la pierre. Or, à Longecourt, il est difficile de valoriser la pierre lorsqu'elle n'existe pas. Je vous rappelle que le château est construit en briques. Et bien pour cela, Nicolas Lenoir va faire venir des artistes spécialisés en stuc, allemands et italiens, qui vont donner ce côté pierreux par un décor. Vous êtes dans la chapelle du château qui a été construite par Antoine de Bessay. Qu'au début de la Renaissance, la première Renaissance française, ce style s'applique plus sur les bâtiments civils. Les bâtiments religieux sont encore impactés par l'architecture médiévale, et le style en vigueur dans l'architecture médiévale, c'est le gothique flamboyant qui est présent ici dans cette chapelle avec des voûtes dites à lierre et tierceron, c'est-à-dire compartimentées. Tout simplement, c'est le blason de la famille Berby, puisque en patois bourguignon, brebis se dit Berby. Donc ici, vous êtes dans la cuisine ou les cuisines. Et ce qui explique donc la présence de ces meubles vitrines d'époque Napoléon III de style boule, donc avec ébène sur structurant en frêne. Et il y avait au mur donc des soirées jaunes, malheureusement qui ont été saccagées lors des conflits mondiaux et en trop mauvais état, elles ont pu être conservées. Un bagatelle et qui est l'ancêtre du flipper. Alors comment cela se passe-t-il? Eh bien, vous avez un plateau sur lequel figurent des plaques numérotées qui plus on s'éloigne d'un côté, plus le chiffre est élevé, sachant que plus le chiffre est élevé, à l'opposé donc d'une plaque de cuivre qui était le pas de tir où était positionnée une toupie sur laquelle donc on mettait la toupie, la ficelle passait par l'orifice et l'on tirait sur cette ficelle pour donner le mouvement giratoire et faire tomber les quilles. Ici vous êtes dans le grand salon du château, ce qui est considéré comme l'un des plus beaux salons de Bourgogne. Il est à rapprocher avec un autre grand salon d'un autre château, le grand salon du château d'Arcelot. Celui-ci a été réalisé en 1760. Les travaux de Longecourt par Lenoir, c'est 1756 à 1760. Donc celui de Longecourt est antérieur à Arcelot. Néoclassique, alors que ce salon, eh bien, il est de style rococo. Ça se traduit comment? Eh bien, c'est le retour de ce qu'on appelle la ligne serpentine, c'est-à-dire des ondulations, des courbes, des lignes de certaines sinuosités qui sont plus ou moins exagérées. Et là, c'est une copie d'études d'atelier. L'original se trouve au musée de Kansas City aux États-Unis. Ce château est bâti à la mode vénitienne, c'est-à-dire sous des pilotis en pieux, qui ont été plantés donc sur le terrain, et évidemment pour ensuite chasser tout ce qui est air et éviter le pourrissement de ces pieux en bois,
eh bien, il faut qu'il y ait de l'eau. Puisque ce qui m'a été expliqué, c'est que ces pieux, lorsque c'est fait correctement et lorsque tout est fait pour leur conservation, pour que tout se passe bien, donc par une certaine présence de l'eau, eh bien ces pieux peuvent avoir la solidité, la résistance de pieux en béton. Donc de style néoclassique, donc la mise en valeur de la pierre, une pierre qui n'existe pas, et pour pallier ce manquement, eh bien, on utilise les stucs. Il a travaillé aussi bien sur les lignes verticales que horizontales, donc en créant l'illusion d'un avant-corps, en encadrant donc les fenêtres par des stucs, et puis lorsqu'on suit le côté ascendant justement de ces encarts en stuc, illusion de corps central, on arrive au fronton, le fronton autre élément décoratif du style néoclassique. Là c'est un fronton cintré et non triangulaire avec les armoiries donc de la famille de Sainte-Seine et de la famille de Berby. Et puis il a travaillé sur les lignes horizontales avec donc cette espèce de bandeau sur lequel figure une guirlande de laurier en dessous de l'attique, et puis la présence donc de 6 bustes réalisés donc par le même artiste qui a travaillé à Bouillé de Lantenay, qui est l'architecte, le sculpteur plutôt Barollet. Ces bustes, pour en comprendre la signification, il faut décomposer par 2 groupes, 2 et 4. Vous avez celui de droite qui représente Mars, le dieu de la guerre, et puis à gauche, vous avez donc une allégorie de la paix. Et entre les deux, évidemment, vous avez les 4 saisons, avec donc le dieu Bacchus pour l'automne, Flore pour le printemps, Cérès pour l'été, et puis Saturne pour l'hiver.